500 postes chez Québécois. Là, les gens peuvent pas imaginer l'ampleur. C'est tout ce que vous avez connu de TVA, oubliez ça. Là. 1300 emplois chez Bell. Vous avez coupé 1300 postes, vous avez fermé des stations de radio. Tout ce que je peux faire en tant que président, chef de la direction de Bell, qui est propriétaire de Bell Media, c'est de sonner l'alarme et dire que l'industrie des médias au Canada est en pleine crise et je ne suis pas le seul à le dire. 800 emplois chez Radio-Canada. Pas une bonne journée pour être présidente de Radio-Canada. Non, c'est une période très difficile, il faut dire. Définitivement, c'est la crise des médias. Sur cette voie narratée, voici l'introduction de la vidéo. C'est la crise des médias. La crise des médias. La crise... Ok, non, wow, c'est une vidéo sérieuse. Ok, là, je suis mode narration. Anyway, bonne vidéo. Avec le projet de loi C-18, le gouvernement promet de rétablir un peu d'équilibre dans l'écosystème médiatique canadien. Dites entre vous, là, nous, cette émission-là, tout le monde écoute. Ce serait quoi? OD, puis les autres? Vous écoutez rien? Je suis sur Discord, c'est pas dessus. Je suis sur TikTok, c'est pas dessus. Je suis sur Instagram, c'est pas dessus. Je vais en entendre parler si je vais sur Facebook parce que ma mère reposte. Sauf que je vais pas sur Facebook parce que ma mère reposte. Des nouvelles d'ici bloquées par Facebook et Instagram sur les comptes de centaines de milliers de Canadiens. Le résultat d'un bras de fer entre Meta et le gouvernement fédéral entourant le projet de loi C-18. Des scènes que l'on ne risque pas de revoir de sitôt. Du jour au lendemain, les Montréalais perdent le journal Métro, distribué gratuitement depuis 2001. Le manque de financement et la décision de Meta de bloquer l'accès aux nouvelles canadiennes sur ses plateformes. C'est certain que la presse est en danger de façon continuelle actuellement et de plus en plus avec des actions inconsidérées comme celle de Meta. Et maintenant, de dire que c'est les journaux qui devraient les remercier pour leur permettre de partager leur contenu, c'est incroyablement grotesque. Il n'y a personne qui lit ton asti de journal. Tu sais, je veux dire, là, ce qu'ils nous demandent, là, ces propriétaires de médias-là, c'est de les payer pour pas être lus. Il faut comprendre, là, quand on commence à faire beaucoup d'argent, là, on les utilise plus les routes au Québec, on est en voyage. Et s'il n'y a pas de moyens financiers qui sont procurés aux entreprises de médias, les médias privés, ben comme n'importe quoi dans la vie, ils vont disparaître. Il n'y a pas de miracle en cette matière, à moins qu'il y ait des bonnes œuvres. L'industrie culturelle québécoise a longtemps été considérée comme une anomalie. Comment une population francophone aussi marginale en Amérique du Nord a réussi à créer son propre écosystème avec ses classiques, son histoire et surtout ses vedettes. De ma maison, il y a une tablette avec mes trophées, là je les vois et là je me dis c'est pour vous autres que je vais aller poursuivre ma journée même si la nuit a été difficile. Certaines personnes essayent de nous mettre en compétition, mais on n'est pas en compétition. Il n'y a pas de compétiteur dans la salle. Mon vrai compétiteur s'appelle Netflix, Amazon, Spotify, YouTube. C'est très important qu'on se tienne parce que sans ça, on va tous être des perdants et moi, j'aime pas ça être un perdant. Le but de cette vidéo est de porter un regard sur certaines des causes et des conséquences de la crise des médias. Moi, je vous le demande haut et fort, M. Legault. Il faut aider la culture via le crédit d'impôt, notamment la télévision et le cinéma. On est sous-financé. Si on observe les analyses que les médias font, les causes ou les coupables, plutôt, sont claires. Les GAFAM, Facebook, Google, Amazon, Aritzia.
Non, c'est pas vrai. L'autre E, c'est pas pour Aritia. Les GAFAM, le public et MrBeast. C'est pas vrai MrBeast, mais j'ai demandé à ChatGPT d'écrire un texte de Joseph Facal comme quoi son ami d'enfance est devenu le père de MrBeast puis a racheté Québécois en échange des alouettes. Fait qu'on va dire MrBeast. Gardez-le, votre anglais! Ce réflexe presque unilatéral de l'industrie culturelle québécoise de pointer du doigt le nouvel écosystème dans lequel ils sont obligés d'exister est quand même fascinant. À presque aucun moment, on entend un discours qui essaie même de remettre en question leur marketing, leur prise de risque ou même l'originalité de ce qu'ils ont à offrir. C'est tout le temps la faute du gros méchant robot lézard Zuckerberg ou la faute de Stranger Things. Et je dis pas qu'il n'y a pas de la vérité là-dedans. Oui, les grosses plateformes numériques prennent une plus grande part du marché publicitaire et oui, ils ont relativement le même modèle d'affaires. C'est une bataille pour l'attention des gens. Donc quand on cherche qui prend l'attention, ben ça doit être TikTok le problème. Qui devrait être le premier compte où je m'inscris sur TikTok? S'arrêter là dans la réflexion, c'est pas tant constructif. L'Internet à la base, c'est une démocratie directe. Ce qui génère de l'engouement est mis de l'avant qu'au lieu de vouloir se prêter à l'exercice du cloud chase numérique, les grands médias de ce monde ont préféré alerter que c'est pas juste. Quand en réalité, le contenu qui est souvent populaire sur Internet, c'est du contenu qui est généré par les utilisateurs, qui est très loin de toutes les ressources que disposent ces médias. Découvrabilité. Si tu vas sur Spotify et qu'on ne propose jamais d'artistes québécois... Rien, là, on lit des gens qui sont d'accord avec nous. C'est le problème. On lisait des magazines, nous autres, on tombait sur un article qui nous illuminait sur quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Ouais, aujourd'hui, t'as plus ça. Là. Tout le monde se lit entre eux. C'est la chambre d'écho. Ça, c'est sûr et certain. J'ai commencé en disant comment le Québec a réussi à se créer son propre écosystème malgré sa population qui semble petite à première vue. Une des réponses évidentes aujourd'hui, c'est l'intervention de l'État dans la production médiatique. Mais ça n'a pas toujours été l'unique raison. C'est peut-être difficile à croire, mais fut un temps, la culture québécoise était une industrie profitable. Puis je dis pas qu'elle est pas profitable aujourd'hui. C'est pas la crise des médias qui empêche les producteurs de s'acheter une nouvelle Tesla. Il y a définitivement des gens qui vivent encore très bien de la culture. Puis ça, c'est un des premiers phénomènes de déconnexion avec le public. C'est qu'on voit des millionnaires comme Louis Morissette ou même des milliardaires comme Pierre-Carl Pellado demander plus d'argent. Louis Morissette compare ça à la filière batterie. Pour lui, c'est la même chose que le gouvernement investit dans des choses qui génèrent des retombées, qu'elles soient monétaires ou culturelles. Culture, c'est pas comme une usine à batterie. Autant Fitzgibbon aime choisir des gagnants et des perdants dans le monde industriel, en culture, si c'est les mêmes qui décident tout le temps, sans nouvelles idées, sans nouveaux vents, ben ça va pas fonctionner ultimement. Les jeunes vont moins regarder la télévision. Ouais, mais ici, il y avait, je sais pas moi, obligatoirement dans le programme scolaire, tu dois lire 2 livres d'auteurs québécois. C'est obligatoire. Ça aiderait. Tu dois aller voir absolument 4 films. Chaque étape, là, chaque session, tu dois voir un film puis il va y avoir un test sur ce film. Donc après plus d'une décennie à avertir les gouvernements de la crise imminente, le gouvernement fédéral a pris action avec 2 projets de loi. Le projet de loi C11, qui est la mise à jour de la loi sur les télécommunications, le Online Streaming Act, et le projet de loi C18, le projet de loi sur les nouvelles en ligne. Ces 2 efforts ont pour but d'aider les compagnies médiatiques à survivre. La loi C11, qui est plus un projet, a été adoptée par les chambres en fin 2023. Elle a pour but d'inclure les géants du numérique sous le giron du CRTC. Le projet de loi est dense et change beaucoup de choses dans le fonctionnement du financement des médias. Il est rempli d'idéal, mais arrêtons-nous sur YouTube, par exemple. La loi veut que YouTube mette de l'avant du contenu canadien en demandant à YouTube de changer son algorithme pour favoriser le contenu canadien. Ce premier point a déjà été adressé par plusieurs YouTubeurs qui sont allés témoigner durant les audiences publiques du projet de loi. Pourquoi ce point fonctionne pas puis montre une déconnexion dans les habitudes de consommation des gens, c'est que si tu commences à montrer à des gens des vidéos qui sont pas intéressés juste parce que c'est du contenu canadien, ben ces gens vont pas écouter le contenu puis ton contenu va descendre dans la liste des priorités des recommandations algorithmiques. C'est pas grave pour Radio-Canada qui se fasse recommander partout sur les feeds de tout le monde, ils s'en foutent de leur rétention, mais pour un YouTuber, la rétention c'est la chose la plus importante. C'est difficile d'énumérer les problèmes avec la loi C11 parce qu'en ce moment, tout repose sur le cadre réglementaire que le CRTC va créer et le CRTC tient des audiences toute l'année.
années. Donc encore une fois, il faut faire confiance aux fonctionnaires, mais ça va rien changer pour les coupures chez TVA à court ou moyen terme. Quant à la loi C-18, elle fait beaucoup de réactions. Vous avez sûrement remarqué que les commentaires Facebook du Journal de Montréal vous mentent ou que les infographiques de RADS ont disparu de votre feed Instagram. La loi a pour but d'imposer aux plateformes numériques de payer les médias d'information pour le contenu qui est publié sur leur site. Des lois similaires existent ou vont exister dans d'autres juridictions. Google s'est entendu à la fin de 2023 avec le gouvernement pour entrer dans la table des négociations, mais Meta est encore fâché et je comprends pourquoi ils le font. C'est visiblement plus important pour les médias d'information d'être sur Meta que le contraire. Et le climat sur Internet étant la remise en question des médias d'information depuis la pandémie, Meta en profite de ça évidemment parce qu'elle sait que les gens vont pas faire la ligne pour demander à avoir accès à la page Facebook de la presse. Je dis bien les gens en ligne. Les gens en ligne, c'est pas la même chose que le public général. J'ai des amis qui sont pas chronically online qui prennent leurs nouvelles une fois par semaine en ouvrant l'application de la presse, mais c'est pas ce genre d'utilisateur que Meta a. Ils ont des power users, des gens qui vont passer toute leur journée de travail à cliquer sur des articles random pendant la journée. C'est eux qui génèrent des revenus publicitaires et c'est ces utilisateurs qui ont pas une vie favorable des médias d'information. Excusez-moi, vous êtes sérieux là? Vous avez cru vraiment à ça? J'en reviens pas. Vous savez comme moi là, que ce qui se passe présentement sur les médias sociaux, ça vole vraiment pas haut. Je dirais même c'est de la... C'est pas compliqué à expliquer, vous le savez. C'est la faute de Meta, Facebook, Instagram. Mark Zuckerberg, ça vous dit quelque chose, ça? Il est pas content vraiment, lui, de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Nous museler. Ces deux lois sont la réponse politique à des problèmes qui sont fondamentalement culturels. De croire que deux lois vont changer la relation du public avec nos productions culturelles est naïf. La réticence à attaquer la nouvelle réalité de la révolution numérique nous a amené à cette crise. Croire que mettre les mêmes gens de l'avant depuis 30 ans pour ensuite mettre leurs enfants de l'avant est ce qui nous a amené dans cette crise. C'est possible de faire des productions qui rejoignent les jeunes générations. Il faut un vent de fraîcheur dans l'industrie culturelle et ça part par une restructuration de l'approche. Il faut remettre tous les publics au centre des préoccupations de tous les acteurs du milieu. Il faut arrêter de prêcher aux convertis. Oui, il existe encore des gens qui sont satisfaits de l'offre de contenu de l'industrie et je ne dis pas que tout est mauvais, loin de là. Mais il faut remettre le fardeau du succès sur les créateurs et pas sur le public. Cette approche de masse dans mon discours peut paraître populiste et éloigner les productions culturelles d'un idéal artistique où le but principal est de créer quelque chose de bien campé dans une forme de quête pour le bon et le raffiné. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je pense que la culture populaire est une partie essentielle de la culture. Elle n'est pas moins raffinée et moins pure, elle est instrumentale. Si on veut rejoindre un plus grand public avec des œuvres disons plus raffinées, il faut qu'il soit déjà dans le même univers culturel que ces dernières. C'est pourquoi j'aime les téléréalités québécoises. C'est un des seuls secteurs de l'industrie qui se modernise et qui tente de rejoindre ce public. La preuve est que dans toutes les polyvalentes du Grand Montréal, les jeunes savent au moins c'est quoi occupation double. Pas de la pression? Ça fait du sens un peu les margeries. Peux-tu fermer ta gueule, genre, tu fermes ta gueule puis sors ta gueule. Mais moi je suis juste pas d'accord quand elle réagit. Mais demandez-leur pas s'ils ont hâte à la nouvelle saison de Un gars, une fille ou Entre deux draps. Cette vidéo a pour but d'être un premier regard à une situation complexe qui pourrait être l'objet d'une série documentaire. Et je voulais qu'elle soit courte pour qu'elle agisse en point d'ancrage dans où on se situe et où on veut aller. Ce ne sont que mes observations et tentatives de vulgarisation de la crise. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez et n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Ce fut mon premier essai vidéo, au plaisir que vous écoutiez les prochains. Fais les doses, fais les bails, reste à l'école.